Bienvenue à tous. Donc c'est la 5e édition de nos Office Hours depuis la semaine dernière. Depuis mercredi, on essaye de vous partager des bonnes pratiques pour faire face le mieux possible à la crise, notamment d'un point de vue opérationnel. Donc cette semaine, on a 6 ateliers à venir et le premier est donc un atelier dédié à la réduction du risque de churn. On a entendu ça c'est une vraie problématique et on a la chance d'accueillir Serena aujourd'hui, notamment Amélie Faure et Rita Eladji, qui ont déjà écrit un bel article qui est disponible sur leur blog, que vous pouvez directement aller consulter. Mais on a la chance d'avoir Amélie qui va pouvoir nous détailler un peu tout ça à l'oral. Donc, je vous laisse commencer. Et Jam, merci d'avoir accepté de faire cet atelier avec nous. Merci beaucoup Maya de cette invitation. On est très content de partager quelques moments avec vous pendant ces périodes un peu difficiles. Je vais peut-être me présenter en un mot. Donc moi je suis operating partner chez Serena. Serena, c'est un fonds d'investissement, mais en tant qu'operating partner, je ne fais pas d'investissement. Notre job, c'est de soutenir opérationnellement les sociétés du portefeuille. Les sociétés du portefeuille, c'est une cinquantaine de sociétés, à 2/3 des sociétés de SaaS, 1/3 des plateformes. Dans ces sociétés du portefeuille, le rôle de l'operating, je suis pas toute seule, on est 10, avec un background très opérationnel, très entrepreneurial. Notre job, c'est de soutenir tous les CTO, les CMO, les CEO, les CFO, etc., pour pas qu'ils se sentent tout seuls, pour qu'ils partagent leurs bonnes pratiques. Et on a réussi à constituer une communauté qui s'appelle la Squad et qui est hyper active dans un mode d'entraide. Alors d'habitude, on produit pas mal de contenu. On a décidé avec la Squad et tous les squadders de partager effectivement ces contenus pendant cette période très particulière de Covid pour tous. Donc vous les trouvez sur notre blog. Je crois que Rita a posté ça dans le chat. Vous avez un lien direct et on les update tous les jours sur les nouvelles mesures, les Q&A sur le chômage partiel, enfin tous ces sujets-là, c'est des sujets qu'on a traités. Alors c'est vrai que la semaine dernière, on s'est pas mal concentré sur l'urgence, les mesures d'urgence, c'est-à-dire les mesures RH, les mesures de financement complémentaires. Et je crois que là, on va dans toutes les sociétés du portefeuille et en dehors, évidemment, aborder les sujets un peu plus de fond. What next? Comment est-ce qu'on fait du business pendant cette période de Covid et juste après? Euh, pour introduire aussi un petit peu le sujet, chez Serena, on pense que l'impact du Covid va être quand même très fort pour les boîtes de SaaS, et les recommandations qu'on a fait, ça a été de faire un stress test à toutes les boîtes du portefeuille. Vous en trouvez aussi le détail sur le blog si vous voulez vous livrer au même exercice. On a même publié un petit simulateur pour ça, où l'hypothèse qu'on a retenue, c'est de dire il n'y a pas du tout de new business en Q2, il n'y a pas du tout de new business en Q3, il y a un peu de new business en Q4. Et le churn, c'est-à-dire la réduction du revenu récurrent, risque, dans la simulation et le stress test qu'on a demandé, c'est de faire 2 fois le churn habituel. Donc, si vous êtes à 6%, à 12%, ça peut sembler un peu extrémiste, mais au moins ça permet d'avoir une prévision de cash. Maintenant, une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on s'est fait peur, il faut aller vers des choses plus positives et se dire comment est-ce que on s'assure que ce churn ne double pas, qu'il reste à peu près dans les limites acceptables, sachant que quand on a la chance d'être une boîte de SaaS, je dis la chance en ce moment, je vais recevoir des tomates pourries. Heureusement, je suis loin. Mais quand même, c'est une vraie chance quand on a un revenu récurrent qui tombe. Et ben, quand on a cette chance-là, il faut préserver cette chance et la préserver absolument. C'est-à-dire que l'enjeu là critique, c'est de garder tous ses clients. Garder tous ses clients, ça veut peut-être dire quelquefois leur faire des facilités de paiement ou accepter un peu de downsell temporaire. Mais s'il y a vraiment un truc à retenir, je crois, d'aujourd'hui et des temps qui viennent, c'est que chaque client est extrêmement précieux. Le perdre aujourd'hui, c'est avoir à le reconquérir demain. Et conquérir un client, c'est cher. Dans le SaaS, c'est plus d'1 an de chiffre d'affaires en général. Et donc, acharnez-vous sur chacun de vos clients. Chacun de vos clients est précieux. Faites tout ce qu'il est possible de faire pour le garder. Et je suis une grande admiratrice de toutes les démarches très customer centriques. Donc là, c'est le moment ou jamais d'être customer centrique, le moment ou jamais de comprendre
par catégorie de clients, vous segmentez vos catégories de clients et vous essayez de comprendre sur chacune de ces catégories de clients qu'est-ce que ça veut dire le Covid pour lui, quel est l'impact que ça peut avoir spécifiquement dans son domaine pour vraiment essayer de faire en sorte que vous ayez une réponse adaptée à sa problématique et que vous parliez pas de vous, mais vraiment de ses enjeux à lui à un instant T. Vous avez dû recevoir comme moi, votre banquier vous aime beaucoup, tout le monde vous aime beaucoup et vous souhaite d'aller très bien. Je pense que si on veut faire mouche, il faut aller bien au-delà de ça. Il faut comprendre de façon intime par catégorie de clients, de façon très fine, en quoi vraiment vous pouvez leur être utile et avoir une réflexion un peu longue et un peu aboutie sur ce sujet-là. C'est un peu le préalable à toute action sur le MRR. Alors, Super. Donc, on chouchoute ses clients, c'est le premier conseil déjà. voilà, le On premier va plus, on conseil. chouchoute et on comprend les besoins. Et le deuxième conseil, assez simple, c'est aussi de faire le choix dans ses priorités. Je m'explique. On ne peut pas viser toutes les priorités à la fois. Vous pouvez avoir une priorité cash ou vous pouvez avoir une priorité MRR, donc revenu récurrent. Si vous avez une priorité cash, elle est infiniment compréhensible parce que vous aviez une levée de fonds prévue dans pas beaucoup de temps, parce que vous avez plus beaucoup de cash en banque, parce que vous êtes loin d'équilibre, parce que. Ça ne va pas être les mêmes actions si vous avez une priorité cash first que si vous avez une priorité MRR first. Si vous avez la chance d'avoir à peu près de quoi passer le printemps, on dit passer l'hiver d'habitude, mais là c'est passer le printemps, il faut vous mettre dans une priorité MRR first et à ce moment-là, le plan d'action va être relativement différent. Ok, sur un objectif de conservation du MRR, mais qu'est-ce que l'on peut imaginer activer? Alors, effectivement, une fois qu'on s'est dit qu'on est dans une modalité revenu récurrent first et cash un petit peu moins, même si ça reste toujours important, la première chose, c'est que ça va être une négo tout ça. Vous avez des clients existants qui sont censés vous payer un revenu récurrent. Pour pas les perdre, vous allez faire un certain nombre de choses, mais en face, il faut que vous leur demandiez aussi un certain nombre de choses. Donc, ce que je vous propose, c'est de se livrer au petit exercice qui est d'essayer d'imaginer ensemble les choses que vous pouvez leur octroyer, d'une part, et en même temps ce que vous pouvez leur demander. D'abord parce que c'est bien, ça équilibre un peu la relation, et puis c'est aussi un bon moment pour demander des choses puisque vous allez faire des efforts pour eux. Alors, dans les efforts que vous pouvez proposer, ils sont nombreux, mais si on en cite quelques-uns, j'ai fait quelques copier-coller des mesures qui ont été mises en place dans le portefeuille. Et ça donne quoi? Ça donne, vous pouvez par exemple faire un report temporaire de la facturation. Leur dire, écoutez, ok, je vous facture pas le trimestre 2, le trimestre 3, mais par contre, Q4, ça sera double, Q1 2021, ça sera double. Choix 1. Choix 2, c'est ils acceptent pas le report, auquel cas on peut se dire c'est un downsell temporaire, c'est-à-dire que ok, vous avez un client qui a la moitié de ses troupes qui sont au chômage partiel, il va vous demander évidemment de pas lui facturer ce nombre de users là pendant la période de chômage partiel. C'est le moment d'être un peu souple, d'être un peu à l'écoute et de faire un downsell partiel qui suit leur mesure de chômage partiel. Un troisième point, c'est vous avez signé des nouveaux clients là dans ces deux derniers mois. Ils n'ont pas encore démarré l'usage. Il faut évidemment leur proposer de reporter le démarrage de la facturation au moment où, de façon très souple, ils commencent à utiliser. Le maître mot, je pense, dans tout ça, c'est la souplesse. Un point qui est assez simple à faire, c'est que supposons que vous avez un client qui doit renouveler dans un mois. Attendez pas qu'il renouvelle ou qu'il renouvelle pas. Appelez-le en lui disant on est quand même dans une contrainte un peu particulière, personne ne sait à quelle sauce il va être mangé demain. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de renouveler le contrat. Mais le même contrat que d'habitude, mais avec une clause de sortie sans condition et par simple email. Comme ça, vous avez des clients qui ne se sentent pas piégés, qui renouvellent quand même,
qui sont contents d'avoir un partenaire à leur côté. Et puis, ça fait quand même des contrats qui sont renouvelés de façon un peu pérenne, sachant que cette clause de sortie limitée, elle peut être limitée dans le temps aussi. Je me permets de rebondir, on a une question Ouais. qui est assez intéressante. Dans quelle mesure on peut s'éloigner de son activité tech habituelle et aller vers du conseil dans une situation comme celle-ci? Bah, c'est toujours bien d'aller dans du conseil, parce que si vous allez dans du conseil, c'est qu'en général votre client l'a demandé, et être customer centric selling, c'est ça aussi, c'est aller dans le sens de la demande de vos clients. Néanmoins, souvenez-vous, le conseil, c'est pas du revenu récurrent. Quand vous êtes une boîte de SaaS, votre valorisation, c'est un multiple de votre revenu récurrent. Et donc, la bataille pour garder son MRR, c'est la vraie bataille, beaucoup plus que celle du service. Le service, c'est une bonne solution pour le chapitre d'après, qui est comment sauvegarder son cash. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est Le ça. MR, c'est focus sur le cash. Ouais. Faut choisir sa priorité après. Donc, Voilà. ouais, quels seraient les leviers si on était sur un objectif cash first, du coup? Alors, pour finir juste, avant de passer sur le cash, je pense qu'il y a un autre point que je trouve intéressant, c'est d'essayer de comprendre ce que vous pouvez apporter en plus à votre client pendant ces périodes-là. Je vous cite un exemple. Moi, j'ai gardé un pied opérationnel dans une société qui s'appelle Launchmetrics, qui vend des solutions SaaS pour les grandes marques de mode, et qui opère par exemple les Fashion Week. En ce moment, il n'y a plus de Fashion Week, donc l'usage de cette application-là, elle est évidemment bien dégradée. En revanche, ça fait naître de nouveaux usages, qui est que j'ai besoin des assets numériques, c'est-à-dire des photos numériques de bonne qualité, etc., de façon, en tant que marque, de façon beaucoup plus importante, pour permettre de récupérer tout ce trafic qui se passe sur les réseaux sociaux. Et bien évidemment, notre offre spéciale Covid, d'une certaine façon, c'est d'offrir le module Galeries qui permet de faire ça, et qui va se substituer au module Events de gestion des Fashion Week. Il y a plein d'autres exemples comme ça dans le portefeuille, qui sont des services additionnels, donc payants ou pas, en remplacement ou pas d'un module, mais en tous les cas qui peuvent apporter vraiment un petit supplément d'âme. Je citerai le cas aussi de Corp Academy, qui fait de la formation à distance, qui a fait deux choses, qui a à la fois donné une formation gratuite pour tous sur le travail à distance. Donc ça réengage sur la plateforme, ça permet de développer de l'adoption, et d'avoir du coup une plateforme qui est au cœur des usages en ce moment. Et puis ils ont aussi fait un module de formation pour les 50 000 professionnels de santé sur l'art d'intuber, les voies respiratoires, etc. Et ça, c'est nouveau module on the spot, gratuit. Donc ça, il faut pas l'oublier, parce que donner de nouveaux usages, développer rapidement un nouveau module, c'est aussi une façon de sortir par le haut quelque part de cette crise qui nous frappe. Avant de passer au cash, j'ai vu qu'il y avait quelques questions. Tout d'abord, quand on parle de segmentation du portefeuille client, pour analyser finement les problématiques sur chaque segment, est-ce que tu recommandes une segmentation sectorielle ou tu en as une autre en tête? Alors, je pense qu'effectivement, ça passe au moins par une segmentation sectorielle, parce qu'aujourd'hui, les secteurs sont très différemment touchés. Et du coup, on va pas proposer la même chose si vous avez des clients dans plusieurs secteurs d'activité, vous n'allez pas leur proposer la même offre Covid entre guillemets. Il y a une segmentation aussi géographique. Le Covid passe pas partout au même endroit au même temps, et donc ce qui est valide aujourd'hui en France sera sûrement valide demain aux US, mais ne l'est pas encore que la propagation s'accélère. Et puis le troisième point, c'est une segmentation par la taille des clients. Et ça, on en reparlera un petit peu sur la partie cash. C'est que leurs usages comme leurs problématiques sont assez différentes selon que c'est un grand compte, un moyen compte ou un petit compte. Et ça va un peu plus loin, c'est-à-dire qu'il faut les segmenter aussi par niveau de stabilité financière et niveau de cash, parce que également selon cette segmentation, le plan d'action ne sera pas exactement le même. D'accord. On a une autre question, c'est certains clients sont engagés sur des contrats pluriannuels mais ne veulent pas payer. Jusqu'à quel point le contentieux juridique est une solution?
Alors, clairement, en ce moment, je pense que le contentieux juridique, c'est pas une solution. En SaaS, vous avez toujours la possibilité, le gars qui paye pas, de le débrancher. Ça marche toujours. Et quelquefois, il suffit de débrancher 2-3 jours pour qu'ils se mettent à payer. Néanmoins, je trouve qu'en cette période de Covid, c'est pas le moment de prendre en otage vos clients et ils vous en voudront très longtemps. Ils sont déjà, comme nous tous, dans des situations impossibles. Leur en rajouter une de plus là maintenant tout de suite, c'est pas possible. Donc, moi, je serais plus dans une solution assez conciliante, à leur proposer un call de façon proactive, leur proposer des solutions telles que celles qu'on a évoquées. Il y en a d'autres dans le blog post qu'on a partagé sur le site, pour absolument éviter d'avoir du churn, mais jamais en ce moment aller au contentieux juridique. Et justement, je rebondis dessus parce que donc ce que tu recommandes, c'est avant tout de la souplesse et vraiment d'entrer dans une phase de négociation. Il y a une question assez intéressante. On demande, est-ce qu'il faut être proactif dans ce cas-là ou attendre que le client vienne à nous et se plaigne, en fait? Non, alors ça c'est un deuxième point, c'est que je pense que dans les boîtes de SaaS, en général, on a un process de gestion du risque. Et la gestion du risque, elle doit s'effectuer sur un certain nombre de critères. Chez Launchmetrics, par exemple, on a dans notre CRM un indicateur vert, orange ou rouge de gestion du risque associé à une date de renouvellement du contrat. Oui. Donc, vous allez encore plus que jamais avoir besoin de rajouter des critères de stabilité financière et de niveau d'usage, c'est-à-dire monitorer l'usage de votre plateforme, comprendre si votre client est à risque ou pas en termes de cash. C'est ça qui va vous permettre d'avoir l'action qui va bien pour lui. Mais presque systématiquement, à moins des clients qui ont déjà payé en avance de phase et qui ont renouvelé depuis le début de l'année, qui sont pas ceux sur lesquels vous allez vous focaliser tout de suite. Ceux qui sont à renouvellement court terme, c'est-à-dire typiquement sur Q2, soyez proactifs, appelez-les et comprenez où ils en sont. On va revenir sur ce sujet-là juste après. Je pense qu'on devrait avancer et les questions vont probablement s'enchaîner. Tout à fait. Alors, je voudrais revenir du coup sur ta question de tout à l'heure, Rita, qui est si on a un objectif cash first et pas MRR first, c'est-à-dire que on a d'abord besoin de sécuriser ses entrées de cash en tant qu'éditeur de soft. Là, il faut segmenter assez finement ses clients. C'est-à-dire entre les grands clients qui n'ont pas une situation financière à risque, il ne faut pas laisser passer un seul jour sans réclamer son argent. C'est-à-dire que celui qu'il faut surtout pas mettre en chômage partiel, c'est celui qui est en charge de la cash collection. Soit c'est vos customer success qui le font et auquel cas il faut qu'ils continuent à le faire intensément, soit c'est quelqu'un d'autre dans la partie admin, mais en tous les cas, ça il faut continuer. Bon, après vous avez les clients qui sont soit déjà en retard de paiement, soit qui vous demandent une résiliation, soit qui ont une combinaison des deux. Et dans ce cas-là, voilà, il faut vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, être proactif et les rappeler en leur disant d'abord une chose, c'est que bah, vous comprenez ce qu'ils vivent et c'est dur pour tout le monde, mais vous lamentez pas sur vous, essayez de les comprendre et de comprendre leurs problématiques particulières, ça me semble être la première des démarches. Et puis après ça, en fonction de leurs problématiques particulières, essayez de trouver avec eux un modus vivendi qui va permettre de passer l'orage. Donc ça peut être décaler les paiements d'un trimestre, ça peut être d'accumuler une dette et de l'échelonner, ça peut être de vraiment leur faire le truc gratuit. C'est pas de la dette, mais c'est quelque chose de gratuit pendant une période X ou Y, en sécurisant le fait qu'ils renouvellent par contre des meilleures fortunes leur abonnement pour une période un petit peu plus longue. Enfin, il faut être un petit peu créatif. Ça, c'est pour ceux qui ont des vrais enjeux. Après, le rôle, ça va être vraiment pour vos Customer Success Managers de distinguer entre celui qui veut profiter de la situation et qui a une santé financière suffisante. Donc, avant de les appeler, identifiez bien
s'ils ont ou non les moyens de vous payer, un, et identifiez bien, deux, quel est l'usage qu'ils font de la plateforme. Vous avez le moyen de le monitorer, donc les appelez pas sans ces deux billes dans la poche. Et s'il s'avère que vous avez la chance, et c'est sûrement le cas, d'avoir quelques clients qui utilisent bien et qui en plus sont des grands groupes qui ont les moyens financiers, c'est aussi l'occasion de leur proposer des choses un peu créatives, genre vous payez 2 ans d'avance en échange d'un discount. Même s'ils sont pas en cours de renouvellement. C'est tout le monde le comprendra, en ce moment. Donc n'hésitez pas à le faire, si vraiment, le cash est important pour vous. C'est peut-être le moment de prendre un peu de cash par avance, chez ceux qui en ont un peu. Alors, je voudrais revenir sur un point important. On l'a dit tout à l'heure, c'est que faut demander des choses en échange. Ouais. Donner rien sans demander des choses en échange, ça a l'air bête, mais c'est ça qui va équilibrer la relation. Les choses en échange, ça peut être une success story, un communiqué de presse sur la façon dont vous les aidez à passer la crise, participer à un webinar ou un petit déj ou à une conférence, que sais-je encore, quand ça ira mieux, un allongement de la durée du contrat. Vous pouvez peut-être leur glisser une petite clause de révision de prix sur l'indice Syntec que vous avez peut-être pas dans vos contrats standards ou vous commencez à l'appliquer. Vous pouvez les embarquer dans un rôle d'ambassadeur auprès des autres clients. Et puis vous pouvez leur demander un truc tout simple, c'est pour faire un peu de cross-sell, est-ce qu'ils ont le nom de 3 copains qui pourraient être intéressés dans leur boîte ou en dehors de leur boîte par votre solution et que vous pourriez aller engager au niveau des sales quand ça commence à aller mieux. Donc n'hésitez pas à le faire. C'est vraiment très important. Et le deuxième point qu'il faut pas hésiter à faire, c'est à contractualiser tout ça. C'est-à-dire que si c'est un pauvre mail, tout le monde se souviendra plus de ce qu'il a dit dans 6 mois. Donc préparez des gentils petits avenants contractuels, tout prêt, avec un DocuSign qui permet de signer ça en 2 clics et qui vont mettre sur le papier ce que vous leur avez octroyé, la raison pour laquelle vous l'avez octroyé, la durée et ce qu'ils vous ont accordé en échange. Mais n'oubliez pas la contractualisation. Pour conclure un peu sur ces problématiques MRR first, cash first, on a une dernière question. Est-ce que cela fait sens d'être MRR first alors que les valorisations vont être fortement réduites dans les 12 mois à venir? N'est-on pas obligé de viser une rentabilité ou du moins d'avoir 24 mois de cash? Alors, c'est tout le débat entre le cash, le revenu et le MRR, qui est un super débat et c'est une super question. Je ne pense pas que la valorisation des boîtes SaaS varie d'indicateur. Je pense que l'indicateur du MRR va rester le vrai indicateur parce que c'est le vrai capital accumulé. Et donc, MRR first, si vous pouvez le garder, c'est quand même essentiel parce que c'est l'asset de la boîte. La rentabilité, c'est-à-dire l'EBITDA de tout ça. Bien sûr, aujourd'hui, la recommandation qu'on a fait à toutes les sociétés du portefeuille, c'est d'essayer de viser la rentabilité. Mais ça passe par revisiter les coûts de plateforme, les coûts de locaux, les coûts de tout ce que vous pouvez. Le chômage partiel est évidemment une aide pour passer l'orage, mais essayer de viser la rentabilité par les temps qui courent, ça me semble effectivement frappé par le bon sens. Et après, voilà, il faut pas mourir avec un beau MRR et on peut mourir d'absence de cash et on va pouvoir mourir d'absence de cash dans les mois qui viennent. C'est pour ça que chaque situation est un peu particulière et c'est à chacun des fondateurs CEO de se dire est-ce que je suis MRR first ou cash first. Mais il faut pas confondre tout ça et il faut former les gens qui vont être en frontline client à ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément évident pour un commercial ou pour un customer success manager de faire cette distinction entre le cash et le MRR. Or, on voit que c'est pas les mêmes actions qu'il faut proposer aux clients. Donc, vous, au niveau de votre boîte, il faut que ça soit très clair et il faut former les commerciaux et les Customer Success Managers sur votre approche MRR First, Cash First et du coup, ce que vous les autorisez à proposer aux clients. D'ailleurs, comment est-ce que tout ce qu'on a évoqué auparavant va impacter les équipes Customer Success? Alors ça, c'est une super question. C'est que j'entends plein de gens qui me disent on va mettre les équipes Customer Success en chômage partiel comme tout le monde. Non, non,
par pitié, non. J'ai une supplique aujourd'hui, non. Vos équipes Customer Success dans une boîte de SaaS, c'est les médecins du MRR. On met pas les médecins en chômage partiel aujourd'hui. C'est pas bien, c'est pas une bonne idée. C'est eux qui vont vous permettre de sécuriser ce MRR. C'est le moment ou jamais d'avoir des actions qui soient à la fois one-to-one avec chacun de vos clients et one-to-many pour avoir la bonne approche de ces clients. Donc, dans la partie one-to-many, il faut demander à vos équipes de Customer Success de monitorer l'usage de vos applications et d'en garder une trace parce qu'il y a les petits malins qui payent pas et qui vont vous dire quand ça ira mieux que en fait ils n'ont pas utilisé, donc ils vont pas vous payer. Gardez une trace, un petit log de l'usage de vos applications chaque mois, ça pourra vous servir demain pour des litiges éventuels. Si vous n'avez pas assez de Customer Success Manager, eh ben basculez quelques sales un peu polyvalents sur la fonction pour vraiment mettre tout sur le pont pour sauver vos clients. Et puis en plus, ça sera pas mal, ça sera un peu de vie ma vie là pour les Customer Success vis-à-vis des sales, ça va leur faire du bien. Il ne faut pas négliger non plus la fonction support. Le support téléphonique, le support online, c'est une fonction critique en ce moment. Elle peut être faite en remote, donc vraiment, ça fait partie des gens qu'il faut booster un maximum. Il ne faut pas hésiter à faire des webinars pour renforcer les usages. Si l'usage est là, les gens qui qui continuent à avoir une activité vous paieront. Donc, des nouvelles formations, des nouveaux modules, n'hésitez pas, allez-y, aidez-les à passer cette crise et à le faire du mieux possible. Même en allant un petit peu au-delà de ce que vous faites d'habitude, par exemple dans le portefeuille, il y a une boîte qui s'appelle Uptime qui fait de la maintenance intelligente d'ascenseurs. Ils ont constitué un petit kit, des outils pour les ascensoristes qui leur permettent de continuer leur activité, des outils de signature à distance, des outils de visioconférence. Ils ont fait un petit pack qu'ils ont intégré à leur partie facturée. Donc ça c'est super et ça permet vraiment de faire comprendre à vos clients que vous êtes mis dans leurs shoes. Et ça c'est la clé. Après, dans le suivi en one-to-one, chaque Customer Success Manager, il doit avoir des points réguliers, encore plus que jamais en visioconférence, toujours plus sur les grands clients, sur les moyens et sur les petits. Mais là, ça vaut le coup de les appeler tous, hein. Il faut comprendre la situation de chaque client, il faut la documenter et puis il faut avoir équipé vos Customer Success Managers d'un petit playbook de crise là sur l'art et la manière de manager ça. Et il faut qu'ils sortent de chacune des conversations qu'ils ont avec leurs clients avec une évaluation de la situation particulière du client, une évaluation du degré de risque de churn ou de non-paiement et donc de sa solidité financière. Et puis, en positionnement proactivement un deuxième bilan où vous allez faire des propositions pour les maintenir à flot et pérenniser l'usage. Ils y seront sensibles. C'est aussi l'occasion de créer une super relation avec vos clients. Donc, vraiment, vous en privez pas. Rebondir, il y avait, c'est une personne qui a dû arriver après, mais on nous pose la question, est-ce que c'est une bonne idée de demander aux commerciaux de faire du customer success? Oui, faut pas hésiter Oui, à monter au créneau. voilà, ça leur fera du bien, ça fera du bien à tout le monde de faire un peu de customer success. Mais il faut les former. Oui. Il faut les former à la différence churn et cash first, risque MRR et cash first. Et il faut avoir un petit playbook bien écrit sur dans tel cas, de tel type de client sur tel secteur, alors tu proposes ça, ça et ça. Et en échange de quoi, tu lui demandes ça, ça et ça. Voilà. N'oubliez pas le en échange de quoi. On négocie toujours pour garder un bon rapport de force. Chacun fait des efforts. Et vous les équipez de petits contrats qui va bien pour qu'ils puissent signer ça en 2 clics. Donc, au final, à quoi, pour toi, pourrait ressembler dans son ensemble un plan de réduction du churn? Alors, si on reprend un peu tout ça bout à bout, je pense que la première étape de tout ça, c'est au niveau du CEO, CFO, Customer Success Manager, de se faire un petit brainstorm là maintenant tout de suite, juste après ce call, en se disant quelle est ma segmentation client et quels sont les enjeux spécifiques pour chacun de son client et qu'est-ce que moi, en tant qu'éditeur d'une plateforme, je peux leur apporter, comment je peux contribuer à résoudre la problématique du moment.
Deuxième question à laquelle il faut que vous réfléchissiez pendant ce brainstorm, c'est est-ce que vous êtes cash first ou est-ce que vous êtes MRR first? 3, une fois que vous êtes dit ça, vous pouvez réfléchir à quelles pourraient être les offres spéciales Covid, entre guillemets, que vous pouvez mettre en place. Est-ce qu'elles doivent être payantes? Est-ce qu'elles doivent être gratuites? Est-ce que c'est des nouveaux modules, des nouvelles fonctionnalités, etc. Et quand? Et bien vous poser la question de quels sont les efforts que je suis prêt à faire pour mes clients, et rédiger surtout pour vos customer success managers et vos sales ce que vous n'êtes pas prêt à faire. C'est-à-dire le client qui veut pas garder son MRR, garder l'usage de la plateforme et rien payer, on dit non. Il faut que chacun fasse son petit pas. Et ça, je pense qu'il y a un vrai intérêt de d'écrire un peu la compréhension que vous avez des enjeux du client. Est-ce que vous êtes MRR first et ce que vous êtes prêt à faire en termes d'accompagnement. Et vous formez vos customer success à ça. Vous préparez les avenants contractuels, donc avec un petit DocuSign pour pas que ça soit painful pour tout le monde. Préparez aussi une communication client globale en leur disant votre soutien et ce que vous proposez. Et ça, vous pouvez la cibler, cette communication client, en mode un peu account-based marketing par nature de client. Vous formez bien vos customer success, vous définissez un plan d'escalade. Qu'est-ce qui se passe si, OK, le customer success, il a résolu le truc, ça reste en vert, c'est parfait. S'il n'a pas réussi à résoudre le truc et que c'est un client à plus de 300 € d'ARR, alors de MRR, alors il se passe ça. Si c'est plus de 1 000 €, alors il se passe ça. Bien écrire tout ça, bien écrire votre plan d'escalade. Mettre en place un petit call, si c'est pas tous les jours, au moins tous les 2-3 jours, où les customer success peuvent ramener les cas qui leur résistent. Et puis là, faire une évaluation tous ensemble de est-ce que vous sauvez ou non le client X ou Y, et qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, et monitorer ça de façon extrêmement régulière. J'espère que vous avez tous un CRM, un CRM quelconque, un Salesforce, etc. Mais si ce n'est pas déjà le cas, implémentez dans votre CRM tout le process de gestion des risques pour que toutes les conversations de vos Customer Success Managers avec le compte soient loguées, et que du coup, en tant que CEO ou patron du revenu, vous ayez vraiment toutes les billes, vous puissiez vraiment lire la conversation qui a été, lire les usages, lire un peu vraiment toute la situation du client, et être sûr que vous prenez le bon arbitrage de façon offline, quoi. Le dernier truc que vous pouvez faire aussi, et qui par les temps qui courent est peut-être pas mal, c'est d'adapter les plans de commission, parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens qui vont être mis au chômage partiel, et vos pauvres customer success, ils vont rester en première ligne et ils vont bosser comme des chiens. Et donc, pensez au parallèle avec les médecins. Ça va être les médecins de vos clients là. Donc il faut peut-être mettre en place une incentive pour le retour à meilleure fortune, ou lié au niveau de churn, ou un truc un peu festif pour après qui soude les équipes, mais que vos customer success qui passent leur journée avec un casque sur la tête en aient un petit bénéfice par rapport à celui qui est en chômage partiel dans le même temps. Alors, on a quelques questions. Tout d'abord, une question de Camille Morvan qui dit que dans sa société, il propose des calls en one-to-one avec leurs clients pour savoir comment ils vont. Et c'est un call qui est fait par le CEO et pas par les Customer Success. Et il pensait appliquer cette même logique aux prospects proches de la signature avant la crise. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, effectivement, quand vous n'avez pas suffisamment de clients pour qu'ils ne soient pas appelables tous par le CEO, il faut passer par les customer success. Si vous avez cette opportunité d'avoir pas trop de clients et que ça reste appelable par le CEO, c'est une bonne idée. Mais faites-le, si vous avez aussi des customer success managers, faites-le en doublon avec le customer success manager. Comme ça, ils pourront faire le suivi qui va bien derrière. Après, pour les prospects, moi je pense que ça sera très difficile de signer du new business là dans les mois et demi qui viennent. Donc s'acharner sur les prospects
par les temps qui courent aujourd'hui, alors que personne ne sait de quoi demain sera fait, à quelle sauce il va être mangé et à quoi va ressembler son cash forecast, ça me semble être, on peut le faire hein, si on veut, mais je suis pas sûre que ça soit le temps le mieux employé. Vraiment, le temps le mieux employé, c'est avec vos clients, auprès de vos clients, à 100%. Une autre question qui rejoint un peu celle-ci. Comment réagir quand un client met le prospect en suspens, mais que le renouvellement n'est pas un sujet à court terme? Redis-moi la question Mais parce le que je la comprends projet pas à bien. suspens. Si, Le projet en pardon, j'ai dit le prospect. Mmh. Le projet en suspens, quand il y a un arrêt temporaire de l'activité, un chômage partiel des project owners, etc. Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que surtout, il ne faut pas perdre votre client. Donc s'il a mis une partie de ses équipes, en chômage partiel, votre logique à vous, ça serait de lui proposer que pendant la durée du chômage partiel, supposons que, ces utilisateurs soient à 50 en chômage partiel, c'est de lui proposer, de diminuer sa facture de 50 pendant la durée, où le chômage partiel, dure et de reprendre à l'issue du chômage partiel la facturation normale. On rédige un petit avenant pour, formaliser tout ça, pour pas qu'il y ait de débat au moment où ils sortent du chômage partiel. On définit bien le T0 et le T de reprise et on négocie évidemment en échange de ça, soit un report, de tout ça, soit un allongement de la durée, soit enfin tout ce qu'on a dit tout à l'heure et que vous retrouvez dans la petite stories là qui est sur notre blog. OK, maintenant on a vu comment, déployer un plan pour, de réduction du churn. Comment tu penses qu'on peut déployer ce plan à l'international? Comment tu vois les Ah, choses? alors ça c'est une super question. La Chine est en train de repartir à une vitesse, folle. Je vais vous donner un petit exemple. Dans les board members de Launchmetrics, il y en a un qui a des activités en Chine. En février, ils ont fait 2% du chiffre d'affaires de l'an dernier. En mars, ils vont finir à 110% du chiffre d'affaires de l'an dernier. Donc, l'Asie a une capacité de rebond absolument incroyable. Espérons que l'Europe ait les moyens de montrer la même capacité de rebond. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous avez des activités en Asie, là, c'est vraiment l'endroit où il faut concentrer des efforts de développement du business de façon intensive parce que ça va redémarrer très vite, très fort dans ces zones-là. Sur les US, la problématique va être assez terrible à San Francisco. Ça y est, ça a commencé. Il n'y a pas de chômage partiel qui a été mis en place pour l'instant au niveau des US. Donc, la sanction, c'est que il y a plein de boîtes qui sont en train de licencier absolument massivement à San Francisco, avec une situation, by the way, très compliquée pour les salariés parce qu'ils vont se retrouver avec des échéances de loyer extrêmement chères, pas de chômage ou peu, ou très très peu, et une employabilité qui va être faible par les temps qui courent, le tout conjugué avec des frais médicaux qui risquent de s'amplifier et qui ne seront pas couverts. Donc, fait pas bon être à San Francisco ou même à New York, mais encore plus à San Francisco par les temps qui courent. Les gens qui avaient des filiales qui sont en train de se monter aux US, c'est sûrement là qu'il faut tailler le plus vite, le plus fort, le plus rapidement, parce que ça va être compliqué. Dans les boîtes du portefeuille, il y en a pas mal qui font du business aux US en remote depuis la France. Ça, c'est bien parce que ça permet de limiter les coûts et puis de moduler un peu sur l'international. En France, il y a toute une vague de fonds là, de pas mal d'industriels qui se sont dit on reprend l'activité. Il y a pas mal d'usines qui redémarraient aujourd'hui lundi, en prenant sur la base du volontariat des gens de moins de 40 ans qui font avec des conditions de sécurité évidemment très, très importantes et des conditions d'hygiène très importantes, qui commencent à refaire tourner des lignes de production. Donc, surveillez ça. C'est connaître vos clients en ce moment et connaître leur réaction par rapport au Covid, c'est aussi détecter les opportunités de business. Donc, il faut vraiment, vraiment prendre ce temps-là de comprendre où est-ce qu'ils en sont. Il y a une question qui est posée par Emmanuel Bertin. Est-ce qu'il y a une méthode ou des tips pour préparer l'après? Donc, effectivement, anticiper de manière géographique et saisir les opportunités. Voilà.
Bon, si vous voulez un petit peu plus de détails dans le blog post là qui est sur les commentaires, on a essayé de détailler un petit peu tout ça. On essaye chez Serena, donc on a décidé de publier en fait toute la veille et tous les contenus qu'on partage d'habitude pour la Serena Squad. On a décidé de les publier à l'extérieur pendant la durée de la crise et on les update tous les jours. Donc si vous avez tous autour de la table virtuelle d'autres idées que celles que vous voyez dans notre blog post, si vous avez d'autres expériences à partager, si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas encore posées, n'hésitez pas à les poser en adressant un mail à communication@serena.vc. On y répondra, on mettra à jour les stories et tout le monde en profitera. Et je crois que tout ce qu'on peut faire pour voilà, partager des bonnes pratiques et essayer de rebondir le plus vite possible, il faut pas s'en priver. Oui, il faut relayer au maximum et proposer. On a beaucoup de questions sur la reprise. Donc, est-ce que cela fait-il sens de travailler à 100% aujourd'hui pour la reprise? Et deux, quels sont les grands timings de reprise qui ont été communiqués aux startups du portefeuille de Serena? Alors, je vais répondre à la 2 d'abord. Sur les timings de reprise qui ont été communiqués aux startups. Alors, nous ne sommes pas Madame Irma, donc nous ne déduisons pas dans l'avenir. C'est évident. Par contre, on a essayé de définir ce qui nous semblait être un stress test, c'est-à-dire un mauvais scénario possible quand même. Et ça, il est publié sur le blog. Il s'appelle Stress Test Covid-19. Et il ressemble, c'est ce que je disais en intro, à pas de new business en Q2, pas de new business en Q3, le temps de remplir un pipe, une reprise à 50% du new business en Q4, et pendant la période, un doublement du churn sur Q2 et Q3. On vous a mis un petit outil de simulation. La beauté du modèle SaaS fait que quand vous mettez ces paramètres-là dans une boîte qui fait une croissance d'à peu près 50%, vous apercevez que ça veut dire quoi en termes de MRR? Ça veut dire que vous allez finir l'année 2020 comme vous l'avez commencé à peu près. Et ça, c'est quand même la beauté de notre modèle et il faut s'en réjouir parce que toutes les boîtes qui sont B2C ou pas en modèle récurrent n'ont pas ce bénéfice-là. Donc voilà, vous pouvez faire vos simulations sur le petit outil, mais je pense que raisonnablement se dire qu'il y aura très très peu de new business en Q2, Q3 me semble malheureusement assez raisonnable. Ça veut dire quoi en termes de chômage? Ça veut dire que dans les boîtes du portefeuille, on est plutôt sur une tendance où les sales sont pas au chômage total, mais plutôt à entre 30 et 50% d'activité. Et par contre, les customer success managers sont laissés à 100%, ainsi que le support et ainsi que les personnes qui sont là pour relancer sur le cash, parce que le délai de récupération du cash va être évidemment critique pour tous. Et donc, est-ce que tu penses que si les choses repartent seulement dans un an, parce qu'on a eu une question d'un CEO d'une retail tech, est-ce que tu penses qu'il faut se lancer dans un pivot et quels conseils pourrais-tu leur donner en fait? Un pivot, non, mais c'est sûr qu'il y aura un après Covid. On sera tous très différents après qu'avant. Ça va rebattre beaucoup de cartes sur une économie plus locale, sur une façon de faire du business un petit peu différente, et on peut déjà se poser ces questions-là. Est-ce qu'il s'agit d'un pivot complet? Je ne pense pas. Il faut se mettre dans la situation quand même. Aujourd'hui, l'idée, c'est que quand même, on va rester, je pense, confiné 4-5 semaines. On va sortir ce confinement un peu douillettement et le temps de se reconstituer. On va tomber dans l'été. C'est pour ça que ça fait un Q2 et un Q3 très pauvret en new business. Mais qu'il faille imaginer des solutions intermédiaires pour faire du business ou délivrer de la valeur à vos clients dans l'intervalle, oui. Transformer ça en un pivot total, probablement pas. Essayez de mettre votre boîte à l'équilibre possible, certainement, en attendant des jours meilleurs, et réfléchir un peu aux usages de demain post-Covid. Oui, on n'y coupera, aucun de nous n'y coupera, et ça concerne, je pense, 100% des sociétés SaaS, mais aussi les autres. Ouais.
questions qui sont en train d'arriver. Il y en a une qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, on peut repréciser. Vaut-il mieux préparer la reprise Q4 dès maintenant ou ralentir drastiquement l'activité jusqu'à la fin du Q2? Alors, ce qui vaut mieux faire, c'est vraiment séparer, toujours hein, dans les business SaaS, séparer le new business des clients existants. Sur les clients existants, vous vous acharnez, vous mettez tout dessus. Là maintenant, vous ne levez même pas un quart du crayon entre maintenant et la fin de la crise. Sur le new business, je pense que la raison, c'est plutôt de lever le crayon parce que ça va être très difficile d'avoir des engagements de gens qui savent pas ce qui leur arrive demain. Et donc, préparer au mieux effectivement la reprise pour la partie new business me semble utile et un bon usage du temps. Ouais. On a aussi des questions sur la valorisation. Quelle position adopter actuellement en cas de levée de fonds en cours, notamment sur le sujet de la valorisation? Et quels sont les paramètres à prendre en compte pour évaluer l'exposition au risque d'une start-up au Covid-19 aussi? Alors, je vous ai dit en intro qu'effectivement, moi, je suis chez Serena pas en charge de faire de l'invest ou du réinvest. Donc, c'est pas les questions que je gère moi en direct. Nous, on est vraiment une dizaine d'anciens entrepreneurs purement en soutien aux sociétés du portefeuille. Donc, on essaye de faire ça le mieux qu'on peut et avec toute notre énergie. Maintenant, sur la question effectivement des levées de fonds, on a des boîtes du portefeuille qui étaient en levée de fonds avec pas mal d'investisseurs qui ont déjà dit qu'ils ne suivraient pas. Qui n'était pas Serena, je tiens à le préciser. Et là, badaboum, parce que c'est vrai que ça devient compliqué, parce que si le lead investor fait machine arrière, ça oblige à faire de la contorsion. La stratégie aujourd'hui de Serena, c'est qu'en ce moment, on ne regarde pas de nouveaux dossiers jusqu'à nouvel ordre pour essayer de garder tout notre cash pour les sociétés du portefeuille en essayant de les soutenir du mieux qu'on peut. Mais dans les limites de ce qui est possible quand même. Donc, et on essaye de motiver nos petits camarades du mieux qu'on peut. Pour Je info, crois on avait qu'il va y avoir aussi deux natures de. Vas-y. Non, je disais juste que pour info, on avait déjà fait une Office Hour jeudi dernier sur et les conseils des VC vis-à-vis des startups, notamment celles qui sont en train de lever des lever. Donc, je vous invite à regarder le replay ou voir nos fiches associées. Je vous ai mis un lien dans le chat. Opérationnel, l'enjeu de la valorisation est hyper important, mais c'est vrai que on essaye un peu de concentrer les office hours, sinon on peut, je pense, parler des heures encore, clairement. Peut-être pourrait-on répondre à la question sur comment est-ce qu'on peut évaluer l'exposition risque d'une start-up, c'est plus opérationnel. Alors, effectivement, l'exposition au risque, c'est une combinatoire de est-ce que ou non elle a un revenu récurrent, est-ce que ses clients sont sur un secteur à risque, est-ce que elle a du cash, c'est-à-dire elle avait fait une levée de fonds récente ou pas, est-ce que elle est proche de l'équilibre ou pas. Donc ça, c'est les paramètres en gros qui font mixer. Mais je voudrais en rajouter un qui est pas forcément évident à percevoir de l'extérieur. C'est qu'il y a un paramètre qui est hyper important pour nous en tant que VC, c'est l'application et l'engagement des équipes qu'on a en face de nous dans la mise à jour d'un plan, c'est-à-dire que les gens qu'on sent vraiment hyper réactifs, qui mettent en place les bons trucs, etc., même s'ils ont des risques un peu plus rouges, et on se dit ouais, super réactifs, ils sont à fond dans le truc, faut qu'on les aide. Enfin, ça génère forcément une petite dynamique qui est meilleure que quand il n'y a pas cette agilité, cette implication et cette réactivité pour trouver des solutions en commun. Super. On n'a pas d'autres questions, non? Je pense qu'on a répondu à la grande majorité des questions. Ça fait déjà 5 ans qu'on en parle. Moi, je voulais vraiment vous remercier de partager toutes ces bonnes pratiques avec nous et de ne pas réserver ça uniquement à votre squad habituel, mais à tous les membres de France Digital. Je les salue. Bonjour. Merci pour tout. De toute façon, ils peuvent retrouver tout ce que tu as dit aujourd'hui, Amélie, sur votre blog.
Donc, les liens sont dans le chat. N'hésitez pas, cette session sera disponible en replay d'ici quelques minutes. Et puis, on va aussi vous envoyer une fiche récap de la part de France Digital. Si vous avez d'autres questions, on est toujours ouverts et preneurs. Les Office Hours, c'est tous les jours. Donc, on peut aussi ouvrir des nouveaux sujets opérationnels sur le financement. Enfin, voilà, tout est ouvert. Moi, je vous remercie. Demain, le sujet, ce sera surprise. Et puis, pour approfondir la gestion du cash, qui a été, qui est un gros sujet aujourd'hui, cash et startups en ce moment, on a aussi une session mercredi à 11h. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre temps. Je vais fermer ce webinaire et puis je vous dis à tous bon courage et on continue. Voilà. Merci, au revoir. Merci Maya, à bientôt, au revoir. À bientôt.